Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Sanchez, je suis français et j'ai 57 ans. Je vous parle depuis le lac Huachi, au centre de l'Amazonie bolivienne. Les images qui vont suivre ont été réalisées en 1990. Elles n'ont jamais été diffusées bien qu'un reportage avait été programmé pour la télévision française. Elles n'ont pas tenu compte de séquences réalisées initialement par un caméraman professionnel. Elles racontent l'histoire d'une relation très forte qui se forgea progressivement entre un homme et un chien, au fur et à mesure des nombreux obstacles rencontrés et des difficultés accumulées. Cette aventure à haut risque, l'une des innombrables expéditions que j'ai menées en Amazonie-Guyane, se déroula aux confins du Brésil et du Pérou, dans l'une des zones les plus reculées d'Amazonie, où vivent encore de nombreuses ethnies amérindiennes, dont certains groupes familiaux étaient encore incontactés à l'époque. Elle dura 116 jours, dont 2 mois en solitaire et en survie totale. Elle se déroula en compagnie de mon chien Tchaski, et c'est pourquoi elle fut initialement baptisée Opération Selvadio. Avec Tchaski, nous nous étions minutieusement préparés pour affronter la forêt. Mais c'est pourtant la rivière, avec ses pièges inattendus, qui eut raison de notre résistance. Afin de vous faire une idée plus concrète des conditions particulières dans lesquelles s'est déroulée cette expédition, je vous invite à lire attentivement le texte de présentation qui va se dérouler avant la projection. Mais je crois qu'il est temps de vous laisser regarder ce documentaire. Merci de votre attention et peut-être à bientôt quelque part en Amazonie. Taki muine, ayahuasca y mama, taki taki muine, chuya chuya medicina, trae na 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 na, chuya chuya medicina, trae na 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 na, limpiarengue cuerpecito. Try na 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 na, try na 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 na, try na 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 na. Ayahuasca tronconcito manta, ya moriré. Les insectes sont là. C'est la pire des plaies ici. Atteint mentalement par l'échec retentissant de mon expédition, mais surtout par la nouvelle apprise par radio du décès de ma mère, affaibli de surcroît par diverses atteintes infectieuses et parasitaires, je me sentais paradoxalement en sécurité dans cette végétation dense qui me retenait prisonnier, mais qui me protégeait en même temps du monde extérieur. Dans un contexte qui n'avait cependant plus aucun sens, gagné par la fatigue due à une dénutrition et au découragement, je devais me résigner à regagner la civilisation. Le principal objectif de l'expédition consistait à assurer en solitaire et par voie terrestre, équipé d'un matériel spécialement conçu, la première jonction est-ouest de l'une des zones les plus reculées de toute l'Amazonie, à savoir de la source du Yavari-Yaquerana à l'Ucayali, l'une des 2 branches mères du fleuve Amazone. En milieu de parcours, une rencontre était prévue avec une équipe de reportage française sur le Rio Tapich, à hauteur du petit village de Puesto Venus. Cette équipe de reportage devait me rejoindre par moyen héliporté, grâce à l'appui de la FAP,
l'armée de l'air péruvienne, impliquée dans l'opération. Objectif, changement de matériel et prise d'images et de photographies. En me basant sur ma cartographie, la distance que je devais parcourir pour unir le Yavarí Yaquerana à l'Ucayali était longue à vol d'oiseau de 210 km. En évaluant la topographie réelle du terrain et les probables contournements d'obstacles, je l'avais estimé entre 320 et 370 km. À raison de 3 à 5 km par jour, environ 3 mois m'auraient été nécessaires pour réaliser ce trajet en totale autonomie, grâce à une alimentation qui devait être assurée en grande partie par la chasse, la cueillette, éventuellement par la pêche, lors de traversées de cours d'eau ou de petits lacs résiduels. Les objectifs secondaires reposaient sur l'analyse des relations hommes-chiens dans des conditions de survie extrêmes, sur les réalisations de tests spécifiques liés à l'effort et à la psychologie en milieu hostile, et sur de possibles contacts avec de petits groupes amérindiens réfractaires, dont la seule évocation à l'époque provoquait la frayeur chez les bûcherons et en général chez les petites populations métisses, vivant en limite de leur territoire supposé et dans lesquels je devais m'aventurer. La chronologie de cette expédition, qui dura 116 jours Iquitos, fut la suivante. Fin juillet 1990, départ d'Iquitos, capitale de l'Amazonie péruvienne, en compagnie d'une équipe de reportage française à bord d'un avion militaire, jusqu'à la garnison péruvienne d'Angamos, située un peu plus en amont de la garnison brésilienne de Palmeiras. En raison du faible niveau des eaux et du manque de temps, l'équipe de reportage doit abandonner au bout de 2 jours seulement. Je n'ai alors que d'autres alternatives que de me joindre à un groupe de bûcherons brésiliens et de remonter avec eux, à bord d'une grande embarcation motorisée type Pamacari, le Rio Yavarí durant 7 jours, depuis Angamos jusqu'à sa confluence avec le Rio Batan, qui coule en territoire brésilien. Après m'être séparé des Brésiliens qui ont pénétré sur le Rio Batan, je dois remonter en solitaire durant 14 jours le haut Rio Yavarí, nommé Rio Yaquerana, à bord d'une vieille et lourde pirogue que j'avais troquée contre de l'essence, jusqu'au minuscule village amérindien de Nova Constitución. Considérablement affaibli par mon périple, l'attente du retour du Colombien, un Madeirero que j'avais fortuitement rencontré sur le Rio Yaquerana, dura plusieurs jours, me paraissant interminable. Durant son absence, dans son village de Nova Constitución, malade, j'ai manqué cruellement, avec sa famille, de nourriture. En compagnie du Colombien et de 2 autres Madeireros présents à Nova Constitución lors de son retour, nous avons effectué un parcours terrestre et nautique aller-retour durant 9 jours qui nous mena jusqu'au Rio Blanco, affluent du Rio Tapich, puis jusqu'au village de Capanawa. Sur place, je pourrais utiliser un émetteur-récepteur pour faire part de mes difficultés et de ma condition à l'Alliance française d'Iquitos, servant de base opérationnelle. De retour à Nova Constitución, remonté avec le Colombien Dio Yaquerana à bord de ma vieille pirogue retapée, suivi d'une incursion terrestre. Abandon de l'expédition et retour à Nova Constitución, le tout ayant duré 8 jours. J'avais prévu avec lui un raid terrestre jusqu'à l'Ucayali, avec un départ situé plus au sud-ouest, pratiquement à la source du Yavarí Yaquerana. Suite à ma terrible décision de renoncer définitivement à mon raid, et malgré l'épuisement des batteries de ma caméra, j'avais décidé de vivre une expérience de survie en solitaire en pleine forêt primaire, située entre les Rio Yaquerana et Blanco, laquelle dura 33 jours, en me donnant un rayon d'action pour me déplacer d'environ 20 km. À la fin de cette expérience, je suis retourné comme prévu à Nova Constitución par mes propres moyens. Ensuite, avec le Colombien, nous avons fait route vers Capanawa. Une fois sur place, et après avoir été durement éprouvé par l'annonce par radio du décès de ma mère, j'avais décidé d'attendre 16 jours pour recevoir, depuis la France, une nouvelle batterie que j'avais demandée pour ma caméra. Je mis à profit cette attente pour reprendre du poids. Avec cette nouvelle batterie, mon souhait était de reconstituer le plus fidèlement possible mes expériences de survie, et ce, dans les mêmes endroits où j'avais vécu en pleine forêt vierge. Reconstitution en conditions réelles de l'expérience de survie en solitaire qui dura 12 jours, Capanawa. Retour Capanawa-Iquitos par voie fluviale, voyage qui dura 9 jours. Fin de l'opération Salvadio. Le retour en France n'eut lieu que plusieurs semaines plus tard, en 1991, après avoir échappé à la première épidémie de choléra de l'histoire d'Iquitos. À cause des eaux extrêmement basses de la rivière Yavarí, je devrais me séparer de l'équipe de reportage qui avait prévu de m'accompagner jusqu'au point de départ terrestre, 2 jours seulement après notre arrivée à la garnison péruvienne d'Angamos. Par chance, je peux me joindre à des bûcherons brésiliens en compagnie desquels, en peu de temps, nous rencontrons 3 énormes anacondas. Je devrais par la suite rester vigilant car ce sera l'un des dangers qui pourra guetter Tchaski dans l'eau.
Ces madereros ont prévu de remonter le Rio Yavari jusqu'au Rio Batan, qui coule en territoire brésilien. Leur patron, Victor Braga, est un personnage truculent. Nous traversons le territoire des Indiens Matses, avec lesquels j'ai déjà eu de nombreux contacts. La remontée du Rio Yavari, à bord d'une embarcation en bois lourdement chargée par des vivres destinés à l'approvisionnement des bûcherons sur les zones de coupe et de rares seringueros vivant en solitaire, va s'avérer longue et semée d'embûches. Les innombrables raies venimeuses à l'aiguillon redoutable représentent le plus grand danger. L'un de nous marchera d'ailleurs sur l'une d'elles, échappant miraculeusement à sa douloureuse piqûre, évitant ainsi de graves complications en l'absence d'une médication appropriée. Après 7 jours d'une navigation lente et éprouvante, nous arrivons enfin à la confluence des Rio Yavari et Batan. Sur le parcours, nous n'avons rencontré qu'un seul seringuero côté brésilien. Le Rio Batan se situe sur la gauche, alors que sur la droite se profile le Yaquerana, nom donné au cours supérieur du Yavari. Regardant, surpris, l'un des madereros se faire enlever une larve de mouche logée dans son dos, je suis à la fois soulagé de pouvoir enfin affronter mon aventure en solitaire, mais en même temps inquiet de ne pas savoir combien de jours me seront encore nécessaires pour arriver jusqu'au point géographique que j'ai décidé d'atteindre pour débuter mon expédition terrestre. J'ai chargé ma pirogue de l'ensemble du matériel amené depuis Iquitos. Une partie concerne celui qui n'aurait pas dû me servir pour mon raid terrestre, quant à l'autre partie, elle concerne du matériel spécifique que je veux préserver. Ma progression sur le Yaquerana s'annonce immédiatement compliquée et épuisante. Je suis obligé le plus souvent de haler une pirogue que les madereros, afin que je puisse poursuivre mon périple, avaient troqué contre de l'essence que je leur avais fournie à Angamos. Les branchages immergés m'obligent à marcher pour pousser mon embarcation à contre-courant, parfois violent, au risque de me blesser aux jambes et de compromettre encore davantage mes objectifs initiaux. Troisième jour de remontée, alors que je m'apprête à franchir un tronc d'arbre à demi immergé dans un endroit calme de la rivière, un incident imprévu survient. Littéralement aspiré contre ce tronc, mon embarcation se remplit d'eau en quelques secondes seulement, disparaissant sous la surface et provoquant la perte d'une partie de mon matériel tel que plusieurs cartouches et des ustensiles de cuisine, et surtout de la presque totalité des vivres, disposés pêle-mêle dans la pirogue et que je n'avais pas pris soin de protéger. Risquant de me blesser au milieu des branches mortes, je dois plonger sous le tronc d'arbre dans un profond trou d'eau creusé par le courant. Je peux ainsi en tâtonnant récupérer ma hache et mon fusil. Ensuite, ce n'est qu'au prix d'un effort surhumain que je peux dégager la pirogue et la remettre à flot. Je constate amer que sous la pression, elle s'est fendue en divers endroits. Quatrième jour, ayant du mal à diriger cette vieille pirogue démunie de quilles, je dois de surcroît écoper l'eau qui s'infiltre, alourdissant considérablement son poids. Le soir, Tchaski aboie fortement. Sortant de ma tente pour voir ce qui se passe, je distingue alors 2 hommes descendant furtivement à la rivière. Ils ne s'arrêtent pas et ne me font aucun signe. Je décide de rester vigilant. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait de 2 fugitifs péruviens. À une époque où les moyens technologiques étaient loin d'être aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, le réseau de communication que j'avais mis en place après de longs mois de tractations diverses, bien que prometteur sur le papier, s'avéra extrêmement compliqué à gérer sur le terrain. L'orientation aux forêts avait été prévue à la boussole et le contrôle de la position géographique grâce à des moyens par satellite gérés par le service Argos au Centre national d'études spatiales, le SNES, basé à Toulouse. C'est également à ma possession, nécessaire pour la localisation sur le terrain, des documents cartographiques et des images satellites. La balise Argos devait permettre de déclencher en cas de besoin le signal de détresse et les moyens d'assistance aérien ou terrestre. Elle est également capable de transmettre jusqu'à 16 messages codifiés et prédéterminés. J'étais en possession d'un mini-récepteur radio-ondes courtes qui devait capter 2 fois par semaine les messages transmis par Radio France Internationale et par Radio Atlantida, la plus importante radio d'Amazonie péruvienne. Messages destinés à connaître ma position géographique, communiqués préalablement par le service Argos à des relais en France et au Pérou. Tout au long de ce que sera ma progression par voie d'eau ou par voie terrestre, nombreux furent les facteurs qui génèrent le bon déroulement de mon expédition, m'affectant aussi sur un plan psychologique. Ce furent surtout les nombreuses pannes d'électricité à Iquitos et les intempéries locales qui empêchèrent la réception des messages de Radio France Internationale et de Radio Atlantida, et donc le repérage de ma position géographique. Tout au long de ce que sera mon expédition, tant par voie d'eau que par voie terrestre, de nombreux problèmes apparurent, entraînant parfois quelques répercussions sur mon moral. Ils furent liés à la bonne réception des messages de Radio France Internationale et de Radio Atlantida, à cause d'une part des pannes récurrentes d'électricité à Iquitos et aux intempéries d'autre part. Le repérage de ma position sur mes cartes s'en trouvait d'autant plus retardé. Par ailleurs,
les erreurs d'interprétation dans la transmission des rares messages via la balise Argos furent la cause de confusions regrettables. Lorsque la rivière est entièrement barrée par un gros tronc d'arbre, je dois aller la pirogue par voie de terre. Je me rends compte alors combien elle est trop longue et trop lourde pour un seul homme et combien elle est totalement inadaptée à ce périple aquatique totalement improvisé depuis le départ d'Angamos, qui n'en finit plus et qui m'enlève des forces vitales. En certains endroits, nous sommes littéralement harcelés par des nuées de taons affamés. Chasqui, le plus exposé à leurs féroces attaques, qui ne nous laissent pas en paix une seconde, se montre de plus en plus nerveux. Le cours du Yavari Yaquerana, extrêmement tortueux, est tantôt calme dans ses parties les plus larges, tantôt agité par des remous dans ses parties les plus étroites. Son niveau dans cette portion est parfois tellement bas que je suis obligé, pour faire avancer la pirogue, de creuser de mes mains un canal dans le sable fin du lit de la rivière. J'ai senti l'un de mes pieds frôler le corps d'une raie venimeuse, j'ai évité le pire. Je dois écoper de plus en plus souvent, me retardant ainsi dans ma progression, déjà fort lente. Les obstacles végétaux sont de plus en plus nombreux. La hache ne sert à rien contre les branchages, que je dois finalement couper à la machette ou à la main pour pouvoir me frayer un chemin. 6e jour, au petit matin, alors que je suis toujours au campement, grâce aux aboiements de Chasqui, je remarque une silhouette descendant seul le Yaquerana à bord d'une pirogue, minuscule par rapport à la mienne, mais ô combien plus maniable. L'étonnement est réciproque. Notre entretien est bref, car l'homme se dit pressé. Il me précise vivre à Nova Constitución et se rendre sur le Rio Batan afin de rencontrer Victor Braga. Il se présente comme le Colombien. En signe de bonne volonté, il me laisse quelques bananes pour m'alimenter. Nous décidons de nous revoir dans son village quelques jours plus tard. Chasqui, au départ de notre expédition, n'aimait pas vraiment l'eau. Il prend maintenant plaisir à se rafraîchir. Il adore amener au campement du petit gibier à plumes que j'ai chassé. Je dois cependant veiller sur lui à cause des caïmans et des anacondas, moins nombreux et moins visibles que dans le cours moyen du Yavari, mais dont j'imagine la présence sournoise. Chaque jour qui passe me pénalise davantage dans mon projet de raid terrestre. Je n'ai pas de temps à consacrer à une chasse planifiée. Je peux pêcher cependant quelques poissons-chats et quelques piranhas. Allumer du feu pour les manger me fait perdre de précieuses minutes. Pour gagner du temps, je dois me résoudre à m'alimenter de quelques œufs frais de tortues aquatiques qui font le délice de Chasqui, évitant de tuer les tortues adultes venues pour pondre sur le sable. De temps à autre, je recueille quelques moules d'eau douce qui viennent compléter mon alimentation frugale. Je n'ai pas d'autre alternative que de remonter le Yaquerana dans l'espoir d'atteindre Nova Constitución, dépeint par Victor Braga puis par le Colombien, comme un minuscule village de madereros péruviens. Parvenu dans ce village, j'y attendrai le Colombien pour faire le point avec lui comme prévu. Mes mains sont remplies d'ampoules et mes pieds commencent à s'infecter car constamment baignés dans l'eau. Mes fesses, blessées au début par des clous qui dépassaient de la planche qui me sert de siège, sont entaillées par les frottements contre le bois grossier. Je dois colmater par ailleurs comme je peux avec des fragments de tissu les fissures de la pirogue afin d'éviter qu'elle ne se remplisse trop rapidement. C'est une préoccupation permanente. Je profite des trop rares moments de détente ou des bivouacs le soir pour réviser le corps de Chasqui et pour m'accorder avec lui des moments de jeu qui me font oublier pour un instant mes déboires. Une forte relation commence à s'établir entre nous. Le 8e jour, la forte abrasion de mes pieds par le sable de la rivière a fragilisé la peau, entraînant l'apparition d'une dermatose surprenante, probablement due à des bactéries présentes dans l'eau. Cette infection provoque une douleur intense qui ne cessera de gagner du terrain, donnant à ma peau une coloration allant du violet au pourpre. 8e jour, hier 13 août, à la nuit tombante sur une petite plage, j'ai été confronté à un jaguar, probablement attiré par la présence de Chasqui, très proche de lui, mais plus de peur que de mal. Les aboiements et mes hurlements ont découragé l'animal que j'avais pointé avec mon fusil, dans le cas où il aurait tenté d'attaquer. J'ai été victime en suivant de coliques néphrétiques, j'ai pu m'injecter des dérivés de morphine et déclencher à contre-cœur le code de détresse de la balise Argos. Ma crise de colique néphrétique de la veille a heureusement disparu. Comme d'habitude, je quitte mon campement au petit matin, mais exténué, je m'endors sur une petite plage, à même le sable. Une forte dose de Valium prise après ma crise a fait finalement son effet. Je ne sors de ma léthargie qu'en milieu de journée. Chasqui est assis à mes côtés, veillant sur moi. J'annule le code de détresse de la balise Argos. Je souffre atrocement des pieds. Je me suis remis à pagayer sous une pluie battante. 12e jour, tenaillé par une douleur insupportable au niveau des pieds, je peine désormais à traîner la pirogue. Comme la veille, je suis obligé de monter ma tente à genoux afin d'éviter que les particules de sable fin ne pénètrent dans la peau mise à vif par mon infection qui s'est maintenant propagée au-dessus des chevilles. Je crains de me faire piquer à tout moment par une raie venimeuse. Depuis hier matin, je suis suivi par une bande de vautours noirs qui me considèrent sans doute comme une potentielle source de nourriture. 14e jour, je constate soudain la présence de bananiers. Fou de joie, je pagaie avec force. Au détour d'une courbe de la rivière, je rencontre enfin des enfants jouant au bord de l'eau en présence de leur mère.
la femme du Colombien. Je suis arrivé à Nova Constitución, ignoré sur les cartes, mais aussi des militaires d'Angamos. Ma santé n'est pas brillante, et dire que je n'ai même pas encore atteint le point de référence pour démarrer mon raid terrestre. Le retour du Colombien, 4 jours après mon arrivée à Nova Constitución, a lieu dans le soulagement général car il est synonyme de nourriture fraîche et abondante pour sa famille, et donc pour moi et pour Tchaski. Ici c'est la survie, pas de pitié pour les animaux. 2 bûcherons péruviens font également leur apparition. Ils viennent porter un message aux Colombiens de la part de leur employeur, un certain Abraham Gordon, qui vit à Capanawa, communauté installée sur le Rio Blanco, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, direction nord-ouest. Conscient de l'opportunité liée à la présence de ces 2 hommes, et malgré les diverses infections dont je suis atteint, je décide en compagnie du Colombien de les suivre jusqu'à Capanawa. Se joint à nous un Brésilien dont je n'avais pas arrêté de me méfier, surnommé Para car originaire de l'état du Para. La femme du Colombien m'informa qu'il était recherché par la police fédérale de son pays pour un double assassinat. Son but est de s'infiltrer en Amazonie péruvienne où personne ne viendra l'inquiéter. Le voyage durera près de 3 jours, dont 2 jours d'une marche forcée en forêt dense, harassante et pénible en raison de l'état de mes pieds, puis quelques heures de bateau à moteur. L'objectif pour moi est simple. Il existe dans ce village une radio qui me permettra de joindre l'Alliance française d'Iquitos afin d'expliquer ma mésaventure et de décider du futur de mon projet, déjà bien compromis. Capanawa, entretien avec Abraham Gordon qui me met en garde contre les dangers qui me guettent en me lançant seul dans une expédition dans un territoire qui, selon lui, serait peuplé par des groupes d'Indiens nomades, incontactés et belliqueux, qui semblent semer la crainte parmi les gens de son village. Il me précise que personne ne s'est encore aventuré dans de telles contrées. Conscient de mes capacités physiques et mentales amoindries par mon périple insensé depuis Angamos, dû aussi à l'important retard pris sur le calendrier, avec de surcroît du matériel perdu, je conviens finalement avec lui de me faire accompagner par le Colombien qui est, je l'apprends, l'un de ses hommes de confiance. Ce dernier me donne également son accord après en avoir longuement discuté avec son patron. Le périple sera modifié en conséquence. Nous devons regagner Nova Constitución et naviguer encore plus haut que je ne l'avais prévu sur le Hoyaquerana, en luttant contre un fort courant jusqu'à un nouveau point de référence que je me suis fixé. Ce nouvel itinéraire, situé plus au sud, devrait me permettre de réduire le parcours du raid prévu initialement d'environ 1/3 de sa longueur et de tenter de rattraper ainsi le temps perdu. Le nouvel objectif est d'atteindre désormais le Rio Ucayali d'une seule traite, abandonnant ainsi l'idée d'une jonction sur le Rio avec une équipe de reportage, laquelle s'annonçait de toute façon par moyen héliporté très incertaine et aléatoire. Iquitos Capanawa, escucho. La Alianza Francesa de Iquitos. Mira, aquí estoy en Capanawa. Podemos conversar en francés, será mejor. ¿Qué te parece? Cambio. Bien sûr, quand tu veux, cambio. Bon, écoute, comme tu dois le savoir, j'ai eu des problèmes de santé, donc c'est pour ça que j'ai déclenché le code de détresse de la balise. J'ai eu des coliques néphrétiques et j'ai eu aussi des problèmes de pied qui m'ont obligé à m'arrêter sur le Yaquerana après 14 jours de pirogue. Actuellement, donc, je me suis détourné de ma route